financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. De retour sur les ondes de Chant Libre, votre émission du week-end. Il y a eu un charmant animateur, Grégory Excellent, qui remplace Steve, je crois, le temps d'une entrevue. Nous avons un invité spécial à l'émission ce matin. Il s'appelle M. Tion Nyang. Comment allez-vous, M. Nyang? Bonsoir, merci. Ça va? Ça va très bien, vous? Très bien, je vais bien, merci beaucoup. D'accord. Première question que j'ai à vous poser. Je vais vous demander de vous rapprocher et parler dans le micro, comme ça va aider. Ouais. Bon, parfait. Qui est Tion Nyang? Tion Nyang, c'est un jeune Sénégalais d'origine de Kaolack, 200 km de Dakar, OK. qui a quitté le Sénégal en 2000 OK. pour aller aux États-Unis à la recherche de l'opportunité. Mhm. Et j'ai commencé au début aux États-Unis par nettoyer les tables, comme le font beaucoup d'immigrés aux États-Unis. Mhm. Après l'université aussi, j'ai intégré en politique. J'ai engagé en politique à Ohio, à Cleveland. Oui. D'abord, j'ai commencé par les bénévoles. Et après, plus tard, j'ai dirigé des campagnes comme celle de notre maire là-bas. Et après, notre sénatrice Shirley Smith. Et j'ai rencontré le sénateur Obama en 2000. Et après 2007, j'ai travaillé pour lui en tant que community organizer en 2008. Mhm. Et 2009, je me suis retrouvé au Congrès après les élections. Et OK. après ça, j'ai commencé une organisation qui s'appelle Give One Project, Mhm. Mhm. non-profit organisation, pour partager l'expérience que j'ai eue à côté d'Obama avec les jeunes du monde entier et qui est maintenant aujourd'hui dans 30 pays. On va reculer un peu. La légende dit que vous êtes débarqué à New York en 2000 avec 20 $ en poche. Ouais. Vous ne parliez pas un mot d'anglais. Je comprenais pas beaucoup l'anglais parce OK. que, comme vous le savez, le Sénégal, c'est un pays où on parle plus le français, OK. colonie française. Et then, quand je suis venu aux États-Unis, c'était completely anglophone. Mhm. Mhm. Et j'avais du mal à comprendre, ça m'a pris du temps. Et c'est ça. Vous avez piloté des campagnes, par exemple, directeur de campagne pour un candidat au conseil municipal, directeur adjoint pour la campagne à la mairie du maire actuel de Cleveland. OK. Vous êtes ensuite devenu le président des Young Democrats for America College Caucuses. Yeah. OK, qui est un organisme comprenant 150 000 branches dans 47 États américains. Parlez-nous de cela. Comment c'est arrivé, ça? Ça arrivé d'abord par le travail. Oui. Et croire en soi. Ce que je dis toujours à la jeunesse, il faut, you have to believe in yourself. Quand j'ai commencé à faire bénévolat à Cleveland, j'ai vu des opportunités parce qu'avec les jeunes démocrates là-bas, ça ne bougeait pas beaucoup. Donc j'ai intégré les jeunes démocrates. Et 2 ans plus tard, je me suis présenté en tant que président et j'ai gagné au niveau local. Mais chaque année, chaque 6 mois, on se regroupe au niveau national, tous les États. Et le College Caucus devait changer de bureau. OK. Et je me suis présenté aussi au niveau national, président national. J'avais perdu ça. Mais je me suis retrouvé en vice-président. OK. Et 1 an plus tard, le président a démissionné parce qu'il avait trouvé qu'il avait un nouveau job avec notre General Clark, que vous connaissez peut-être. Et quand il a démissionné, automatiquement, je suis devenu président. Et après, j'ai été réélu encore pour 2 ans de plus pour mon mandat. Donc, en 2005-2006, vous avez rencontré un illustre inconnu à l'époque qui s'appelle Barack Hussein Obama. Vous avez ensuite travaillé pour lui pendant 2 ans dans l'État stratégique de l'Ohio, dans le comté le plus populeux qui s'appelle Cuyahoga. OK. L'Ohio est spécial parce que c'est un swing state qui a permis la réélection de George Bush et qui a permis la réélection aussi de Barack Obama il n'y a pas trop longtemps. Quel a été votre rôle dans ces campagnes-là? D'abord, j'avais double rôle là-dessus parce que Cleveland, Ohio, c'est, comme vous le savez, Ohio, c'est stratégique. Oui. In American politics. Et moi, j'avais la jeunesse déjà. J'étais le président de Cuyahoga County. C'est le county le plus grand au Ohio. Ça fait 55 counties. OK.
Et Cuyahoga County is the biggest county. Et Cleveland fait partie de Cuyahoga County. Moi, je suis de Cleveland. C'est pas loin d'ici, d'ailleurs. Et puisque j'avais les jeunes démocrates là-bas, tous les candidats, ils venaient là-bas pour côtoyer les jeunes. Au début, il y avait John Edwards à ce temps, Senator Edwards, Vice President Biden, il y avait Hillary Clinton, President Obama, all of them. Vous avez rencontré tous ces gens-là? Oui, bien sûr, parce qu'ils devaient venir nous parler. OK. Parce que pour gagner Ohio, il faut une jeunesse, il faut Cleveland, il faut Cuyahoga County. Et comme vous le savez, aucun président américain n'a jamais gagné la Maison-Blanche en Ohio. C'est pourquoi c'est vraiment stratégique. Et moi, au début, je ne comprenais pas ça. Okay. Je l'ai compris pendant les primaires que voilà, maintenant je suis au centre de l'activité politique. You have power now. Exactly. So now people are going to talk to me. Parce que ça s'est passé parce qu'en 2006, j'ai aidé le maire, 2005. Oui. Et quand le maire a gagné, Frank Jackson, il a donné du boulot à beaucoup de nos compatriotes, mais moi, je n'avais pas de job. OK. Et je n'étais pas content là-dessus, j'étais très déçu. Je suis allé voir le maire. Tu es très jeune, tu es jeune, you have the energy. La fougue. Voilà, donc j'ai dit au maire, mais pourquoi tu ne m'as pas donné le boulot? J'étais un peu énervé. Il me dit, attends John, in politics, je vais t'apprendre quelque chose. Il y a deux choses qui comptent. Money and numbers. Money, c'est-à-dire que les gens qui vont financer la campagne, the finance, or si vous n'avez pas ça, il faut des numbers, les votes. Ouais. Si vous avez beaucoup de personnes derrière vous, constituency, comme les jeunes ou bien les femmes, ou je sais pas, là, tu comptes en politique. Je dis, là, voilà. Là, je comprends. et je n'ai pas les jeunes et je n'ai pas d'argent. Maintenant, il faut chercher quelque chose. C'est pourquoi, après ça, je suis allé être membre des Jeunes démocrates. Oui. Et une année, 2 ans après, je suis devenu président. Et là, sa réélection, il est revenu me voir. Je lui ai rappelé la phrase que maintenant, you have to talk to me. Because I don't have money, but I have numbers. I have numbers. Yes. OK. En 2009, vous fondez Give One Project, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de canaliser des jeunes leaders et leur permettre de s'impliquer dans leurs communautés respectives. Vous avez dit 30 pays. On parle de France, États-Unis, Japon, mais également des États africains comme le Sénégal, le Bénin, le Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Gabon. Pourquoi? Pourquoi le Give One Project? Parce que en 2009, après l'élection du président Obama, juste le lendemain de l'investiture à Washington, il a invité tous les le staff de la campagne. Il nous a fait un discours qui m'a vraiment marqué, qui a changé tout pour moi. Et il nous disait que à cause de vous, avec votre énergie, vous tous, je suis aujourd'hui devenu président de la République, le premier noir à la Maison-Blanche. Et pourtant, au début, il nous disait que c'était pas possible. C'était pas le but, c'était pas l'objectif non plus. C'est pourquoi il répondait à Iowa à cette fameuse sentence qui disait « Yes, we can », parce qu'on avait tellement de no-sayers, des doubters. Que les gens nous disaient que c'était impossible parce que le nom, parce qu'il est jeune, il est noir. Ils trouvaient toutes les excuses pour nous dire qu'il ne peut pas le faire. Mais il nous dit aujourd'hui, maintenant je suis là. Ça ne va pas arrêter là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec cette énergie? Vous allez retourner dans vos États et maintenant créer le changement qu'on a besoin aux États-Unis parce que vous comprenez maintenant comment changer les choses. Ou bien vous venez ici à Washington et m'aider to deliver the change we promised to the American people. Ou bien vous allez au-delà de ça. Même dans le monde entier, vous pouvez le faire maintenant. Quand il a dit ça, moi c'est là que j'ai eu le clic. Parce que je pensais à des millions de jeunes du monde entier aujourd'hui qui sont en train de vivre les mêmes problèmes que je vivais. 4-5 jours, parfois tu ne manges pas à la maison parce que les parents ne peuvent pas trouver du riz. Ou bien grand-père te réveille tôt le matin pour finir tes leçons que tu devais apprendre la nuit, mais à la couche du soleil, on n'a pas de lumière chez nous. Et quand je voyage le monde aujourd'hui, je vois qu'il y a toujours ces jeunes qui sont vraiment désespérés, qui
qui n'ont pas de hope, d'espoir. Des femmes qui ne peuvent pas aller à l'hôpital la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière. Des postes de santé qui n'ont rien du tout en Afrique. Je l'ai vu aussi en Amérique du Sud, une pauvreté extrême. Quand les jeunes prennent des bateaux et ils sont en train de mourir dans les bateaux pour aller en Europe, ou bien ici pour aller aux États-Unis, de l'autre côté, dans les pays espagnols comme Latin Americans. Tous ces problèmes, je pense à ces jeunes-là ils n'auront jamais cette chance. Et moi, I'm the lucky one. Je suis là aujourd'hui en train de ce qu'on appelle witness history à la Maison-Blanche avec un président noir que notre temps, c'est la première fois qu'on a vu ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est un blessing, mais est-ce que je vais garder ces blessings? Juste rester dans un bureau à la Maison-Blanche pour travailler 5 heures, 6 heures de temps par jour. Après, je fais la belle vie aux États-Unis. Ou bien, je vais utiliser cette énergie pour faire ce clic à des millions d'autres jeunes qui vont croire à eux que there is the light at the end of the tunnel. Eux aussi, s'ils croient, s'ils rêvent, s'ils travaillent, s'ils persévèrent, il y a une possibilité. Ils peuvent faire plus que moi, ils peuvent faire plus que le président Obama. Ils peuvent changer leur vie et celle des autres. C'est à cause de ça, cette nuit, je n'ai pas dormi parce qu'il fallait créer quelque chose, je ne savais pas c'était quoi. Après, ça m'a pris du temps, mais c'est là où ça a commencé que j'ai créé Give One Project, qui est maintenant une non-profit organisation qui est dans 30 pays dans le monde aujourd'hui. On fête les 5 ans dans une semaine à Washington, d'ailleurs, où j'amène 100 jeunes leaders du monde entier, même d'ici, Canada, à la Maison-Blanche. Chaque année, je le fais. Et cette année, c'est notre 5 ans et on célèbre les 24 et quelques mille jeunes que je regroupe dans cette organisation où on a fait des leadership training pour eux. J'ai installé des incubateurs d'entreprises à travers le monde où on crée des jeunes, on aide des jeunes entrepreneurs de leader jusqu'à l'entreprise dans nos bureaux. Et aussi, on trouve des angel investors pour leurs compagnies. On a aussi le Women Empowerment Project pour les jeunes femmes qui ont des idées dans beaucoup de pays, surtout africains, qu'on aide pour qu'ils puissent développer leur business. Et à cause de ce Give One Project et ce programme que je dis chaque septembre à la Maison-Blanche, j'avais invité Akon, mon ami et partenaire, d'être le special guest. Ça fait 2 ans, en 2013. Et quand Akon est venu, il a été tellement inspiré de voir ces jeunes leaders de partout du monde entier qui sont en train de faire du travail extraordinaire avec notre organisation. Et de là, Akon m'a demandé qu'on doit faire quelque chose ensemble pour l'Afrique. Et là, on a créé le Akon Lighting Africa. OK. L'émission termine dans 8 minutes, fait qu'on va aller rapidement. En 2011, vous êtes nommé parmi les 10 activistes noirs ayant le plus d'audace, daring en anglais, par l'organisme Center of American Progress. En 2013, vous êtes nommé parmi les 10 jeunes activistes qui changent le monde par le magazine Complex, magazine fondé par le designer Mark Ecko, qui rejoint 120 millions d'individus. Donc, c'est un magazine crédible. Vous êtes un success story comme l'Amérique en raffole. En 2012, vous êtes reconnu dans le top 4 des power players de moins de 40 ans dans le magazine Black Enterprise. Comment expliquer votre ascension aussi rapide? Pour certains, peut-être aussi rapide, moi je dirais non. Ça a pris beaucoup de travail et beaucoup de persévérance, comme je disais au début, et croire en soi. Si vous rêvez et vous rêvez grand, et vous ne mettez pas des limites, et vous n'écoutez pas aux naysayers qui vont vous dire que c'est possible ou c'est pas possible, tout est possible, tu peux tout faire. Je ne sais pas ici, mais je sais qu'aux États-Unis, even the sky is not the limit. Si vous avez le courage de rêver et vous avez le courage de poursuivre vos rêves, tout devient possible. Mais il faut être prêt to sweat, to work hard, to make sure that you make those dreams a reality. Parmi un de vos projets, justement, tu as mentionné Akon, comme si ce n'était pas assez ce que je te fais jusqu'à présent. Vous êtes le président et cofondateur de Akon Lighting Africa, une entreprise fondée avec justement l'artiste Akon, qui compte offrir de l'électricité à partir de panneaux solaires à 600 millions
d'Africains potentiellement qui n'ont actuellement pas d'électricité. Vous êtes présent dans 11 pays actuellement. 14. 14. Parlez-nous de cette entreprise-là. Ce que je disais au début, c'est jamais assez. Il faut continuer à innover, à choquer, à changer les choses. Parce qu'il y a tellement à faire. Et nous, on a compris qu'on a des responsabilités en Afrique aussi. Pas seulement le monde, mais aussi en Afrique. Et moi, je suis frustré, je ne suis pas content de ce qui se passe là-bas en Afrique. Donc, la meilleure façon de montrer ma frustration, c'est de faire quelque chose et de créer des changements. Et j'avais vu, comme je t'ai dit, l'énergie solaire, moi, je me suis engagé avec Ekan là-dessus parce que c'est des souvenirs très personnels. Hein. À Kaolack, comme je t'avais dit, on n'avait pas d'électricité chez nous. Et quand je parcours l'Afrique aujourd'hui, et je fais des conférences avec des milliers de jeunes qui, je sais, quand je sors de cette université, ils rentrent chez eux la nuit, ils vont dormir comme j'avais fait. Et ils n'ont pas la chance que j'ai eue d'être aux États-Unis. Pour eux, peut-être, ils n'auront jamais la chance si je ne leur donne pas ça. Donc, je me suis mis ensemble avec Ekon et Samba pour changer ça, au moins pour toucher cette jeunesse qu'on aura besoin pour changer le continent. Parce qu'on est en train de recréer l'histoire de notre continent. On va le changer. Justement. C'est la jeunesse africaine et surtout la diaspora africaine qui va revenir et le changer. Je ne vais pas vous interrompre, mais dans une entrevue, vous avez dit, dans l'entrevue, ce sont les fils de l'Afrique qui vont développer ce continent, pas l'Amérique, pas l'Europe. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est vrai. C'est pas les Africains qui vont venir ici développer le Canada. On le fait d'une autre manière en immigration. Ouais. Mais avant, c'est pas eux qui l'ont fait. Pour l'Europe, la même chose. Donc pour nous, on n'a pas besoin des États-Unis ou les autres pour venir nous dire comment changer nos continents. On peut faire des partenariats avec eux. But the fundamental and the key that we need is for Africans to believe that they are the one that will change their home. I can't come to your house and tell you how you're going to lead your house, my friend. It's impossible. Donc, on a voyagé le monde. On a compris. On a appris. Le monde nous a beaucoup appris. On a vu comment ça marche d'ailleurs. North America, China, Europe, everywhere. Et maintenant, c'est à nous de prendre ça, nous jeunes Africains. On a étudié, on a eu nos diplômes. C'est pas assez. On a créé des entreprises, des billion-dollar companies, des non-profit organizations. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Moi, je refuse de rester à l'extérieur en tant que fils de l'Afrique et de regarder mon continent, mes frères et sœurs en train de mourir dans les océans parce qu'ils n'ont pas d'opportunités. Je passe la majeure partie de mon temps pour créer des opportunités pour les jeunes Africains qui n'ont pas ces opportunités-là. Imagine si notre diaspora, chacun d'eux peut créer quelque chose chez nous. Les jeunes étudiants rentrent après les études pour créer quelque chose chez nous avec the know-how that we're going to transfer. And les billionaires of Africans, ils peuvent faire leur banking en Afrique. S'ils ramènent cet argent juste en Afrique, même s'ils n'investissent pas, juste de l'amener en Afrique, pour que les banques puissent faire des prêts. Au lieu de le laisser en Switzerland ou en France, just bank in Africa. We can change it really quick. But for that, je peux parler de ça, mais c'est pas assez de parler de ça. Non. Il faut être on the ground and you get dirty. You know, the change we want to see in Africa. Moi, à côté du président Obama, j'ai appris que the change we needed in America had to come from the bottom up. Grassroots. You understand? But we can't wait for others to come to do it. We are the ones we're looking for, comme le président l'avait dit. Et c'est le même concept en Afrique. If we want to really change Africa, on doit nous-mêmes le faire. Et chacun de nous, on a des responsabilités là-dessus. Moi, je rêve un jour que mon fils El Haj, qui est né aux États-Unis, peut être fier pour dire que moi, je suis de l'Afrique, je suis du continent africain. Je rêve qu'un jour, il veut dire, moi aussi, je veux retourner en Afrique pour servir le pays de mon père. Et ça, c'est pas seulement des rêves. Je veux que nous, on crée ça pour eux. C'est un travail à faire et on est en train de le faire.
Vous êtes à Montréal pour lancer votre livre « Mémoire d'un éternel optimiste ». Tion Yang, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Le lancement se fait aujourd'hui au 6256 avenue Henri-Julien à Montréal. Thank you. Merci beaucoup.